Difficile de l'ignorer, ça bouge aux États-Unis et dans le monde. L'appareil d'État est dégraissé, les alliances sont brutalisées et les Européens s'organisent. De manière peut-être incongrue, une question vient. La puissance américaine est-elle en péril ? Pour répondre, nous avons l'honneur de recevoir Maude Kessar, maître de conférences des universités, directrice du domaine Europe, Espace Transatlantique Russie, à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise. Bonjour Maude Kessar. Bonjour Pierre Verluise. Le président des États-Unis et son vice-président aiment à scénariser l'homme fort, jusqu'à bousculer, voire humilier le président ukrainien le 28 février 2025 dans une scène brutale à la Maison-Blanche. Que vous inspirent ces comportements ? Brutalisé, c'était absolument le terme que je retiendrai. Et effectivement, ça a été une mise en scène, donc cette scène qui a eu lieu dans le bureau ovale entre Donald Trump et, comme vous l'avez tout à fait bien rappelé, son vice-président J.D. Vance, qui ici a incarné un rôle qui peut nous paraître assez inédit pour un vice-président américain et qui incarne toute la brutalité du nationalisme réactionnaire qui est maintenant dans l'entourage de Donald Trump. Donc c'est un style différent qui ne fait que peu de cas du protocole diplomatique et qui est particulièrement incisif, le but étant de tordre le bras à l'adversaire et d'imposer une pression maximale. Et c'est bien ce que Donald Trump et J.D. Vance ont fait aux yeux du monde, à la fois pour leurs interlocuteurs ukrainiens, mais aussi et surtout pour l'ensemble de leurs partenaires et anciens alliés, nouveaux adversaires européens. Plus dur avec les alliés qu'avec les adversaires identifiés par le passé. C'est étrange. Alors, c'est sans doute ce qui nous surprend ici, de ce côté de l'Atlantique, ce que certains appellent un renversement d'alliance. Cela reste à démontrer. Pour l'instant, les États-Unis sont toujours dans l'OTAN et nous sommes toujours alliés et partenaires. Toutefois, sur le plan des valeurs, nous assistons à un schisme. Maude Kessar, s'interroger sur la puissance américaine, c'est d'abord se questionner au sujet de l'appareil d'État. Elon Musk a pour mission de dégraisser l'appareil d'État des États-Unis. Concrètement, que fait-il ? Alors, l'appareil d'État, ça veut dire s'intéresser aux institutions publiques, aux institutions fédérales aux États-Unis. Et il est vrai que ce qui a fait la puissance américaine, c'est aussi son modèle institutionnel. Aujourd'hui, celui-ci est mis en péril. Ce modèle institutionnel faisait partie du soft power américain. Et ce que fait concrètement Elon Musk, qui, permettez-moi de le rappeler, n'est absolument pas élu et n'a pas de fonction officielle dans cette nouvelle administration, c'est avoir créé une sorte de consortium ad hoc avec ce DOGE, donc qui est ce département dont les statuts n'ont pas été véritablement votés au Congrès de manière régulière et qui a pour but de procéder à des coupes budgétaires énormes et donc de purger totalement l'appareil d'État. Qu'il s'agisse donc d'institutions sur le plan intérieur, on le voit avec le ministère de l'Éducation, qui est finalement peut-être pas si représentatif que ça aux États-Unis, mais aussi et surtout avec tout ce qui constitue en fait les institutions de politique étrangère américaine et parmi celles-ci, bien sûr, le département d'État, le Pentagone et aussi les différentes agences ou agences gouvernementales ou paragouvernementales, puisque aux États-Unis, on est plus dans l'interministériel que dans le ministériel quand il s'agit de l'appareil d'État. Alors concrètement, qu'est-ce qui a été fait ? Alors concrètement, ce qui a fait la une de notre actualité aussi, on a redécouvert le fait que les États-Unis et ces fameuses agences paragouvernementales que j'ai évoquées à l'instant, incarnées par USAID, donc cette agence d'aide au développement international, qui est démantelée par l'administration Trump, un peu réhabilitée à l'heure où nous parlons par la Cour suprême. Et concrètement, ça veut dire que des milliers de fonctionnaires en fait fédéraux sont tout simplement remerciés.
Et encore, évidemment, j'utilise un vocabulaire qui est particulièrement mesuré, puisque aux États-Unis actuellement, on utilise plutôt le « you're fired » de The Apprentice que le fait d'être remercié. Tout dépend aussi de votre niveau hiérarchique. Donc, remercier des milliers de fonctionnaires aux États-Unis, que ce soit dans l'administration fiscale ou, comme je le rappelais, dans les institutions politiques étrangères, eh bien, ça peut créer aussi beaucoup de dysfonctionnement aux États-Unis, car même si il est historiquement, finalement, de bon ton, notamment chez les républicains, de dire qu'il y a une hypertrophie de l'appareil d'État et que « big government is too much » ou « big government is not the solution but the problem », comme aurait dit donc Ronald Reagan, une des figures finalement que Trump aime à vénérer. Toutefois, là, en fait, le coup de balancier est un peu fort. Pourquoi il est fort ? Parce qu'idéologiquement, eh bien, il s'agit d'un projet libertarien qui ne veut pas s'encombrer d'aucune règle, norme ou appareil d'État qui serait trop structuré. Qu'est-ce qu'on appelle un projet libertarien ? Alors, ce projet libertarien, c'est le fait de n'avoir aucune contrainte, règle. C'est en fait finalement ce projet qui soutient ce qu'on peut appeler aussi l'illibéralisme et qui est particulièrement porté par un certain nombre donc, de penseurs qui aiment s'appeler comme ça autour de Donald Trump et des barons de la tech, au premier rang desquels Peter Thiel, mais aussi bien sûr Musk, et puis J.D. Vance, qui est un libertarien plus historique, national réactionnaire, et qui donc pousse ce modèle à l'extrême. Et puis, si vous me le permettez, dans l'appareil d'État, comme je vous le rappelais, il y a tout ce qui relève des institutions fédérales et qui vont régir finalement ce qui se passe sur le plan intérieur aux États-Unis, mais aussi ce qu'on voit, nous, à l'extérieur. Je parlais de l'agence de USAID et son corollaire à l'heure où nous parlons. Parmi les derniers executive orders signés par Trump, ce sont les médias d'État américains qui sont suspendus et supprimés, Voice of America, mais aussi Radio Free Europe et Radio Liberty. Et je tenais à en dire un mot, car dans le moment où nous vivons dans ce renversement d'alliance russo-américain et finalement cette mise à genoux de l'Ukraine, eh bien la suspension de ces médias du monde libre qui ont fait les grandes heures de gloire des États-Unis de la guerre froide, qu'ils soient suspendus, et symboliquement veut en dire très long sur la période que nous vivons et sur ce schisme idéologique porté par Donald Trump et son équipe. Ce sont des radios qui sont des monuments, parce que pendant la guerre froide, c'était des radios dont la mission était d'envoyer sur les pays d'Europe de l'Est, au sens large du terme, une approche différente de l'information, plutôt portée par les États-Unis, qui venait contrarier la propagande soviétique, pour le dire en une phrase. Absolument, c'était des radios de contre-information, de contre-propagande, mais plus intéressant encore, comme vous le rappelez, l'intérêt notamment de Radio Free Europe et Radio Liberty, qui pour l'une donc émettait à destination de Moscou et pour l'autre au pays du bloc de l'Est. Toute l'idée, c'était de faire parler aussi les voix dissidentes et donc de contourner toute forme de censure de l'information. Donc c'est une ironie de l'histoire forte, qui est en même temps assez cohérente. Pourquoi ironie de l'histoire ? Parce qu'Elon Musk nous abreuve de liberté d'expression. Et là, finalement, ce serait ne plus donner la parole à des dissidents russes, par exemple, ou à des personnes qui seraient aujourd'hui à l'est de l'Europe. Et donc à Prague en particulier, on a pu s'émouvoir du fait que les radios soient suspendues. Donc c'est vraiment un symbole. Et puis plus largement, c'est aussi la fin des valeurs démocratiques portées par le monde libre et finalement ce bloc de l'Ouest tel que nous l'avons connu, hérité de la guerre froide. C'est un merveilleux cadeau au régime autoritaire. Absolument. Parce qu'il n'y a plus de voix qui portent une contestation, et c'était des voix qui souvent étaient dans la langue du pays de destination, ce qui renforçait leur impact. Ce sont les mots mêmes, d'ailleurs, du directeur de Voice of America, qui a parlé d'un immense cadeau, a huge gift, qui était donné aux ennemis de l'Amérique. Donc, il ne pensait pas qu'à la Russie, en évoquant les ennemis de l'Amérique, il pensait aussi à la Chine et à l'Iran. Aude Kessler, la puissance des États-Unis passe aussi par leur appareil de renseignement. Comment l'appareil de renseignement américain est-il considéré par Donald Trump ? Alors, c'est très intéressant de se poser la question de comment cet appareil de renseignement est considéré par Trump et ses partisans, c'est-à-dire les partisans du mouvement MAGA, Make America Great Again, puisque dans les partisans de Trump, parmi eux, il y a aussi beaucoup de complotistes qui pensent que l'appareil de renseignement américain fait partie en fait d'une institution qui serait à la solde d'un État profond et qui serait là plutôt, non pas pour protéger les citoyens américains, mais plutôt
plutôt pour leur nuire. Donc on est dans une sorte de paranoïa complotiste. Donc ça, c'est plutôt pour faire un petit peu, je le regrette, cette psychiatrie du chef d'État et peut-être de certains mouvements complotistes qui sont quand même très présents dans l'appareil politique de Trump. Et puis là, à l'heure où nous parlons, on est dans la contradiction totale, dans cette considération des services de renseignement qui sont eux aussi, comme on l'a rappelé en préambule, qui font l'objet de purges importantes, puisque ce qui risque de se passer, c'est que cet appareil de renseignement, en étant totalement politisé et à la solde du pouvoir en place, ne soit plus efficace. Et donc, il ne soit plus un atout formidable pour les États-Unis, mais plutôt, finalement, un objet de méfiance ou de défiance pour les alliés et partenaires qui partagent de l'information et du renseignement. Parce que le renseignement, c'est un élément de la puissance, jusqu'à preuve du contraire. Absolument. Il faut rappeler que le fondement de la puissance américaine, c'est DIME, donc l'acronyme qui veut dire Diplomacy, Information, Military and Economics. Et si l'administration Trump s'attaque finalement aux 100 milliards qui sont injectés chaque année dans l'appareil de renseignement, eh bien peut-être que ça va avoir un effet plutôt contre-productif que bénéfique pour les Américains. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que derrière ce déluge de force, de mise en scène, je ne sais pas si on peut dire viriliste ou viril, je ne sais pas quel est le mot exact, se cache en fait de façon un peu contre-intuitive une possible perte d'influence des États-Unis dans le monde. Absolument. Les États-Unis ont bâti leur puissance sur la force des alliances, les alliances militaires, les alliances de renseignement aussi. On parlera peut-être des Five Eyes, qui sont aujourd'hui et qui ont servi à lutter quand même contre l'appareil nazi et qui aujourd'hui sont diminués du fait en fait de ces purges que pratique le gouvernement Trump et puis aussi du fait de nominations très surprenantes pour les alliés, comme celle de Tulsi Gabbard, qui est la DA9, la directrice donc, de l'ensemble des agences de renseignement américains, plus d'une quinzaine au total. Tulsi Gabbard ayant eu des prises de position pro-russes avant sa nomination. Si on regarde un petit peu son historiographie, puisque je suis historienne, on se rendra compte que c'est plus de l'opportunisme que de l'idéologie en ce qui la concerne. Toutefois, il est quand même très surprenant pour les alliés occidentaux et européens que la responsable du renseignement américain ait des positions plutôt pro-russes au grand bénéfice donc, des adversaires des États-Unis. Que vont devenir les milliers d'agents du renseignement américain qui ont été ou vont être remerciés ? Alors, c'est la question, sans doute, qu'il faut se poser. Alors, on pourrait certainement être tenté de croire qu'ils puissent être, comme dans les grands jeux d'espionnage, on n'est pas dans le pont des espions de la guerre froide, mais être récupérés par d'autres puissances adverses. On peut aussi, surtout, de manière plus documentée, penser très justement que ces agents vont plutôt être embauchés par des grandes multinationales, puisqu'aujourd'hui, on est plus dans le règne de la privatisation de l'appareil d'État. Des multinationales américaines ou pas ? Alors, tout dépend où se trouve le siège social et on verra si elles sont américaines ou pas et si elles sont politisées ou non. Planisphère pour Radio Notre-Dame et RCF. Pierre Verluise. Maud Kessar, vous avez parlé du réseau Five Eyes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important de s'interroger sur ce qu'il devient ? Alors, il faut rappeler que les Five Eyes, donc, c'est cette alliance de pays anglo-saxons. On parle d'une alliance de renseignement de l'anglosphère, puisque le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada et les États-Unis donc, en font partie. Cela donne lieu à un partage de renseignements qui est inégalé dans le monde. C'est une des plus grosses alliances de renseignement. Et ça fait la puissance des États-Unis parce que qui détient l'information domine le monde. C'était bien l'idée de l'acronyme DIME que je citais tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qui est très surprenant, notamment si on se place du point de vue de nos alliés et partenaires canadiens, c'est que pour sécuriser finalement une politique commerciale extrêmement brutale et transactionnelle, eh bien, on va faire du stop and go avec le renseignement en disant aux Canadiens, on va vous couper le renseignement, puis peut-être le relancer comme pour l'Ukraine, et vous imposer ainsi des tarifs douaniers. Donc, on n'est pas du tout comme dans le cas ukrainien,
Américains dans le fait de vouloir peut-être arriver à un cessez-le-feu ici. On est véritablement dans une démarche très trumpienne qui est celle d'imposer en fait sa force commerciale en utilisant un outil qui devrait être là pour sécuriser la démocratie. Donc c'est totalement différent et c'est très important aussi. Et cela a été très important depuis 2022, puisque le partage de renseignements au sein de cette alliance a été crucial. Il faut quand même rappeler que les États-Unis ont une supériorité technologique en matière de renseignement qui est inégalée et qu'aujourd'hui, l'ensemble des alliés doivent partager ces principales infrastructures qui permettent le renseignement avec les Américains. On comprend que les Canadiens soient en position latérale de sécurité sur un sujet pareil. Complètement, puisque ils comprennent bien que quand on leur parle d'être le 51e État des États-Unis, on est ici dans une position du voisin du Sud, donc les États-Unis vis-à-vis du Canada, qui est particulièrement hostile. C'est un expansionnisme néo-impérialiste extrêmement brutal et qui est inégalé dans toute l'histoire des États-Unis, y compris celle du 19e siècle à laquelle Trump aime se référer. Alors, vous avez fait référence aux alliés. Maud Kessar, la puissance d'un État, ça repose aussi sur des alliances. Une alliance, ça repose par définition sur la confiance. Alors, comment se portent les alliances des États-Unis depuis le 20 janvier 2025 ? Alors, je pense qu'à la méfiance, la méfiance a été supplantée maintenant par la défiance. Et la défiance, elle est venue sans doute pour reboucler avec ce que nous disions au début de cette émission, lors de cette scène qui a eu lieu à la Maison-Blanche. Mais cette scène entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump et J.D. Vance, elle est venue aussi après le fameux discours de Munich. Et le discours de Munich de J.D. Vance, je le rappelle ici, était non pas forcément un discours sur la sécurité ou les alliances de sécurité, mais un discours sur les valeurs démocratiques qui ne sont plus les mêmes. Donc, qui ne sont plus partagés par les alliés d'Amérique du Nord, les grands alliés des États-Unis, et les pays d'Europe occidentale, comme cela a pu être mis en place juste au moment de la guerre froide. Donc, c'est pour ça qu'il y a de la défiance aussi. Et c'est plus de la défiance, c'est même un schisme sur le plan des valeurs. Pour autant, nous sommes toujours dans cette alliance incontournable, qui est le traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, qui doit garantir notre sécurité à tous. Et finalement, on se demande, au sein de l'Alliance, quels sont les adultes dans la pièce qui vont permettre de continuer ou de poursuivre le dialogue avec les États-Unis, peut-être pour qu'on développe un pilier européen de l'OTAN qui nous permettra aussi d'avoir la confiance et l'estime peut-être de cet allié américain qui sous-estime les Européens sur leur capacité à s'organiser. On a l'impression qu'il y a un échantillon d'inquiétude. Il y en a qui pensent qu'il faut poursuivre le plus longtemps possible une relation positive avec les États-Unis de Donald Trump, parce que de toute manière, on n'est pas prêt à faire sans, et que donc il faut peut-être accepter de se marcher dessus pour ça. D'autres qui pensent qu'il faut racheter le plus possible de matériel militaire aux Américains, avec une question qui est: est-ce que ce matériel peut véritablement être opérationnel si les Américains ont décidé de l'inactiver un jour, et d'autres qui pensent peut-être qu'il faut faire tout à fait autre chose. Comment est-ce que vous voyez les choses ? En fait, c'est pas encore cristallisé. À l'heure où nous parlons, non. Mais le brainstorming est quand même très actif. Et si on pouvait reconnaître à Trump un mérite, c'est que ici, Trump 2 joue vraiment cet aiguillon vis-à-vis de la construction d'une sécurité européenne autour d'un pilier européen de l'OTAN, donc peut-être une mise à jour de l'Alliance Atlantique qui est intéressante. Comme vous le rappeliez, les Européens ne sont pas tous d'accord ou en même ordre de bataille sur la méthode à adopter. Du fait de cette dépendance au matériel américain, on parle beaucoup des F-35 et à raison, puisque les Européens se sont équipés comme tels. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est le jeu d'alliance en miroir. On parle de l'OTAN, mais les États-Unis ne sont pas que les alliés de l'OTAN. Ils ont aussi d'autres partenariats stratégiques importants en Indo-Pacifique. Et ils ont aussi une alliance plus récente, mais qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est AUKUS. Cette alliance qu'ils ont fait justement avec l'anglosphère, peut-être un petit peu sur le dos ou au détriment de la France au moment de l'histoire des sous-marins, donc en septembre 2021. Et aujourd'hui, on se rend compte que des pays membres d'AUKUS et même les Australiens ont justement un petit peu de
défiance ou de méfiance vis-à-vis du grand allié américain parce que, et on en revient à notre problématique de cette émission, finalement, en jouant ce jeu non diplomatique, brutal, est-ce que les États-Unis ne sont pas en train de mettre leur puissance en péril et de créer tant de défiance auprès de leurs alliés qui deviennent leurs adversaires et que de ce fait, ils perdent en hégémonie et en leadership. Ce serait fort contre-productif pour Donald Trump puisque son grand dessein est celui d'être un leader sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Et donc là, il y a sans doute une contradiction ou un hiatus important. Lui qui n'aime pas les alliances, peut-être va-t-il être obligé aussi de les aimer un tout petit peu pour sécuriser aussi l'ensemble de ses intérêts vitaux, y compris ses intérêts commerciaux et économiques. Maud Kessar, pour terminer notre questionnement au sujet de la puissance américaine, quid de la volonté politique ? Alors, je pense que c'est une question centrale dans la mesure où aujourd'hui, on vient de parler d'alliances militaires. Penser les alliances de sécurité sans penser au projet politique, puisqu'il y a vraiment un projet politique dans cette nouvelle administration de Trump. Et là, ce n'est pas simplement ce qu'il y a dans la tête de Trump, qui est un président certes très actif, mais vieillissant, et qui a choisi un dauphin. Ce dauphin, c'est J.D. Vance. Et tous les deux, encore plus qu'avec les barons de la tech, ils portent quand même un projet politique de long terme qui est celui qui est porté aussi par une droite conservatrice et réactionnaire, ce qui est un projet donc à l'international aussi plus religieux. Et là, on est plutôt dans un choc des civilisations et encore une fois, je le répète, dans un schisme des valeurs qui est porté par ce nouveau courant nationaliste réactionnaire et qui est quand même assez fourni derrière J.D. Vance et ses partisans. Et là, on parle plus simplement des MAGA. Donc ce projet politique, il va falloir apprendre à le connaître et à bien en comprendre les objectifs et le dessein général pour pouvoir, nous, Européens, s'adapter et se positionner avec ou un peu moins avec les États-Unis. Alors, comment est-ce que les Européens réagissent ? De manière dispersée, de manière unie ? Alors, je crois qu'on l'a vu, les Européens n'arrivent pas complètement à parler d'une seule voix. Toutefois, il y a quand même, comme je le rappelais tout à l'heure, un certain nombre d'adultes dans la pièce qui veulent d'abord, pour le sujet qui nous préoccupe et qui est urgent, à savoir la question ukrainienne, eh bien, s'organiser pour pouvoir être capable d'être crédible vis-à-vis de l'allié américain. Pour être crédible, il faut s'organiser sur le plan financier et être capable de développer de l'interopérabilité sur le plan militaire. C'est bien à cela donc que réfléchissent plus qu'activement donc nos chefs militaires et notamment donc nos partenaires, les partenaires français et britanniques, mais pas seulement, les pays d'Europe du Nord, les Baltes réfléchissent aussi activement, eux qui sont quand même aussi un peu orphelins de cette nouvelle relation transatlantique, les pays baltes qui ont une relation historique avec les États-Unis et qui vont devoir penser un peu différemment donc leur vision de la relation transatlantique. C'est intéressant la question des pays baltes et de la Pologne parce que dans un sens, ils avaient compris M. Poutine avant d'autres, notamment la France, pour ne pas être désagréable. Et ils ont eu la satisfaction d'avoir eu raison, ce qui finalement est assez peu satisfaisant. Et maintenant, ils sont pris à contre-pied parce que leur allié historique, depuis qu'ils ont quitté l'URSS et qu'ils sont entrés dans l'OTAN, tout d'un coup leur fait défaut. Tout à fait. Pour eux, c'est peut-être finalement ce renversement-là est un énorme coup dur. Il faut rappeler quand même que l'aide militaire américaine, avant d'être envoyée en Ukraine, avant 2022, était beaucoup plus importante dans les pays baltes que pour l'Ukraine elle-même. Donc, c'est même chose pour les Polonais, qui sont les bons élèves de l'Europe, avec leurs 4% du PIB qui va à la défense. Donc, ce renversement, il est très dur, peu compréhensible tout de suite, mais il nécessite quand même de s'organiser. Toutefois, comme les pays que l'on vient de mentionner, donc les pays baltes, la Pologne et aussi les pays d'Europe du Nord, Norvège, Finlande, Suède, ont une conscience politique et au sein de leur population beaucoup plus forte de la menace russe, il faut quand même rappeler qu'ils se sont organisés plus en amont, peut-être, que certains pays de l'Europe du Sud. Maud Kessar, pour en savoir plus à propos des États-Unis, quelles seraient les ressources que vous pourriez nous conseiller ?
Alors bien sûr, je vous conseillerais de lire les publications de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, mais pas seulement. Sur les États-Unis, la revue Politique américaine, qui est éditée aux presses de l'Harmattan, et puis un certain nombre d'ouvrages que l'on peut consulter, comme par exemple Alliances and Power Politics in the Trump Era, pour ceux qui aiment aussi lire en anglais, qui est aux éditions Palgrève et que j'ai eu le plaisir de co-diriger avec Frédéric Gagnon, que je salue au Canada, et Frédéric Hortebise, professeur à Paris-Nanterre Université. Et on pourrait ajouter aussi les événements de l'IRSEM à l'école militaire, qui sont nombreux, riches, dont on peut être informé tout simplement probablement par la lettre d'information de l'IRSEM. Et sur le site internet également, ainsi que sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Nous serons heureux de vous accueillir et de vous retrouver pour des débats publics riches. Merci Maud Kessar. Un grand merci également à notre réalisateur Guillaume Nougaret. Planisphère recevait Maud Kessar, maître de conférences des universités, directrice du domaine Europe, Espace transatlantique, Russie à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Nous vous recommandons particulièrement les publications numériques de l'IRSEM et la revue Politique américaine. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Planisphère.